Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer un point de vue bien précis, celui de l'Iran sur l'échec des pourparlers de paix et l'escalade du conflit avec les États-Unis. On va s'appuyer pour ça sur les analyses du professeur Mohammad Morandi de l'Université de Téhéran, qui faisait lui-même partie de la délégation iranienne à Islamabad. On va suivre un plan en 4 parties, 4 grands thèmes pour vraiment essayer de saisir la logique stratégique de Téhéran au cœur de cette crise. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. La première question, et elle est cruciale. Pourquoi, du point de vue iranien, ces négociations étaient-elles, disons, fichues d'avance? Eh bien, pour le professeur Morandi, le problème de base, c'était un déséquilibre, mais alors un déséquilibre total. D'un côté, la délégation iranienne, qui avait carte blanche du guide suprême pour négocier un accord, et de l'autre, la délégation américaine, qui, elle, n'avait absolument aucune autorité. Apparemment, leur représentant passait son temps pendu au téléphone, notamment avec Netanyahou, qui aurait même dit que des officiels américains lui faisaient un rapport directement. Donc, vous imaginez bien la scène. Cette situation a complètement renforcé la conviction iranienne que les Américains n'étaient pas là pour négocier sérieusement. Pour Téhéran, c'était clair. Washington cherchait juste à gagner du temps, à maintenir une façade diplomatique pour mieux préparer la suite des hostilités. Ok, et ça nous amène au cœur de l'argument de Téhéran. Si ce n'est pas la Maison-Blanche qui décide, alors qui tire vraiment les ficelles? Et là, on a une citation du professeur Morandi qui est, sans équivoque. C'est le résumé brut de la perception iranienne. L'idée est que les grandes décisions américaines ne viendraient pas de Washington, mais seraient dictées en direct par ce qu'il appelle le lobby sioniste et par Netanyahou en personne. Ce qu'il faut vraiment comprendre ici, l'idée centrale, c'est que de leur point de vue, les États-Unis sont poussés à agir contre leurs propres intérêts nationaux. C'est cette incapacité de Trump à mener une politique qui servirait les Américains qui serait, pour eux, la cause directe de toute cette escalade. Et si ce n'était pas assez clair, cette deuxième phrase est encore plus percutante. Elle en dit long sur la profondeur de leurs convictions. Dans leur analyse, le vrai patron du bureau ovale pour la politique au Moyen-Orient, ce ne serait pas Donald Trump. Bon, d'accord, mais concrètement, sur le terrain, ça donne quoi? Face à ce qu'ils voient comme un échec diplomatique total et une pression militaire, l'Iran sort sa carte maîtresse, son arme économique. La question a l'air simple, mais la réponse, elle, est bien plus complexe. Il ne s'agit pas juste d'un coup de sang, pas du tout. C'est un calcul stratégique très, très précis. En fait, la stratégie iranienne vise 3 cibles en même temps. D'abord, mettre une pression économique maximale sur les États-Unis en s'attaquant à l'économie mondiale. Ensuite, créer une situation tellement intenable que Washington n'aurait pas d'autre choix que de se détacher de l'agenda de Netanyahou. Et enfin, troisièmement, punir les voisins de la région qu'ils considèrent comme complices. Et quand on parle de complices, Téhéran ne mâche pas ses mots. Les régimes du Golfe sont clairement accusés d'avoir laissé les Américains utiliser leur sol, leur base et même leur ciel pour lancer des attaques contre l'Iran. De ce point de vue, ils ne sont pas neutres, ils sont acteurs du conflit. Et c'est là, attention, que le scénario devient vraiment apocalyptique. Parce que le professeur Morandi ne parle pas juste d'une crise régionale, non. Il parle carrément d'un effondrement économique mondial. La logique est simple, c'est celle du œil pour œil, une escalade pure et dure. Les États-Unis annoncent qu'ils vont étendre leur blocus pour intercepter tout ce qui va vers l'Iran. La réponse iranienne, selon Morandi, sera immédiate et proportionnée. Fermeture totale de la mer Rouge. Et la conclusion de cette spirale, pour lui, elle est inévitable. Un crash économique planétaire. La comparaison avec la Grande Dépression de 1929 est là pour nous faire comprendre l'échelle du désastre qu'ils envisagent. Oui, c'est bien ça. Pire que 1929. C'est vraiment le niveau de catastrophe que Téhéran met sur la table comme une conséquence logique et directe de la trajectoire actuelle. Alors, comment on en arriverait là? Voici la chaîne d'événements, la sorte de feuille de route vers le chaos, telle qu'ils la décrivent. Le blocus américain s'intensifie, l'Iran réplique en fermant la mer Rouge. La guerre s'embrase dans le Golfe et avec la chaleur de l'été, la région devient invivable, ce qui entraînerait l'effondrement des régimes locaux. Et ça, ce serait le point de non-retour vers l'effondrement mondial. Au final, tout ça se résume à une perception du conflit qui est complètement asymétrique. D'un côté, ce que les Iraniens voient comme la position américaine, une guerre de choix, une option politique parmi d'autres. De l'autre, leur propre position, un combat pour la survie, purement et simplement. Et cette différence fondamentale explique pourquoi, de leur point de vue, il n'y a pas d'autre issue que de se battre jusqu'au bout. Ce qui nous laisse avec une question en suspens, une question assez vertigineuse. L'analyse de Morandi suggère que la sortie de secours est volontairement bloquée.
mais pas par ceux qu'on pense. Dans une spirale d'escalade qui semble inévitable, la question reste entière. Qui, au fond, refuse de prendre la porte de sortie?